sur les ondes de Signe FM 96.7. C'est l'heure de la chronique sportive avec Jérémy Camira. C'est la passe pour Petit Toffoli propulse les Canadiens en demi-finale. On holiday! 17h44 minutes et très heureux après une longue fin de semaine de retrouver mon collaborateur sportif Jérémy Camira. Bonsoir. Salut, ça va bien, Félix? Ça va très, très bien. Après une belle victoire de 6-3 du Canadien de Montréal contre les Prédateurs. Évidemment, Jérémy, je sais pas pour toi, mais j'espérais qu'il n'y ait pas 4 périodes dans ce match-là parce que c'était l'eau chaude, hein? Plus ça allait. On espérait que le Canadien tienne le coup parce que 3 buts pour un Matt Duchene, ça a été quand même un match offensif, mais il y a de bonnes choses à retenir de ce match-là. Ryan Poehling qui a bien fait. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette victoire? Et est-ce que c'est un peu une victoire, je dirais, traite un petit peu pour le Canadien qu'il ne faut pas se laisser emballer quand même, là? Ben écoute, oui, ça a été une belle victoire du Canadien, victoire de 6-3. Offensive, comme tu l'as dit, ça a bien commencé. Dans l'ensemble, on en parlait la semaine dernière. Depuis le début de la saison, le Canadien doit jouer 60 minutes avec constance. Là, on a sorti 2 périodes. Les 40 premières minutes étaient vraiment intéressantes. C'était vraiment du bon hockey, énergique. Vraiment, on sentait le Canadien dans sa zone. Mais la 3e période, d'où l'importance de la constance, finalement, ça a été vraiment compliqué. 3 buts de Matt Duchene. Une chance qu'il y avait juste Matt Duchene qui connaissait un bon match du côté des Prédateurs parce que ça aurait pu faire vraiment mal. Là, parce que, comme tu l'as dit, quelques minutes de plus, le 4e but serait arrivé. Ensuite de ça, on a l'impression que le 5e, puis le 6e, puis le 7e, puis le 8e allaient venir du côté de Nashville parce que on est retombé dans nos mauvaises habitudes, des pénalités, manque de confiance. Puis dans une situation comme celle-là, le Canadien a peu de confiance. Donc, quand on arrive, on a des difficultés, on joue le bâton serré, on a plus peur de faire des erreurs. Donc, ça mène à des scénarios comme ça. Mais dans l'ensemble, là, quand on regarde ça, quelques jours après, ces 40 premières minutes-là de ce match-là, c'est des choses à retenir. Faut dire, bon, au début de l'année, on connaissait des bons débuts de match, des bonnes deuxièmes périodes. Mais là, on est rendu à 2 bonnes premières périodes. Donc là, on va chercher le 20 minutes qui reste, puis après ça, on peut être confiant d'aller chercher des victoires de manière régulière. Donc, oui, ça s'est mal terminé, mais dans l'ensemble, faut pas oublier que le Canadien a quand même pas flanché, sont quand même pas fait remonter, mais ils ont quand même joué un match, ils sont allés chercher la victoire un samedi soir au Centre Bell. Ça fait du bien. Il y a plus de choses à tirer positives que négatives, selon moi. Non, exactement, ça fait du bien. Il y a des joueurs qu'on a critiqués beaucoup cette saison. Tyler Toffoli, 1 but, 2 passes, 3 points. Jonathan Drouin, 2 points. Lekonen, 1 but, 1 passe, 2 points. Ryan Poehling, là, qui, pour moi, a mérité de rester encore quelques matchs, je sais pas, quelques semaines, 2 buts. Wideman, 2 passes. Et Jeff Petrie, qu'il faut le souligner quand même, n'a pas de points, mais a quand même 5 lancés au filet. Montembeault qui a joué un bon match. Dans l'ensemble, il y a des joueurs qu'on en attendait plus cette saison et que dans ce match-là, convaincu que pour la confiance, en tout cas, ça a dû faire beaucoup de bien. Oui, exactement. Là, tu parles de Toffoli, de Montembeault. Ça a été vraiment 2 performances que j'ai bien aimées. Montembeault a été très, très solide. Puis on le sait, le Canadien a besoin de bonnes performances à part de ses gardiens de but parce que Allen est blessé. Ça a été un peu plus compliqué. Primo demeure quand même très, très jeune et inexpérimenté. Donc, on avait besoin d'un Montembeault en grande forme. On en a eu un. Puis Toffoli, c'est un peu comme Jeff Petrie. C'est des vétérans qui t'ont emmené très loin l'an dernier, mais qui avaient de la difficulté à produire. Donc, ce but-là, il y a des airs, mais ces 2 autres mentions d'aide-là, ça va lui faire du bien. Puis je pense qu'on va pouvoir le voir prendre en puissance, monter en puissance plutôt lors des prochains matchs. Mais pour moi, Félix, il y a quand même une question qui demeure, c'est celle de Cole Caulfield. Parce que il a connu quelques bons flashs, il a fait une montée à l'emporte-pièce, mais est-ce que c'est suffisant? Pour moi, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'on doit encore le redescendre à Laval? Est-ce qu'on doit encore jouer au yo-yo avec lui ou on lui laisse du temps parce que c'est pas une situation facile pour lui, puis il offre pas les performances les plus convaincantes en ce moment. Est-ce que, Jérémy, on serait tenté de le garder jusqu'au retour de Mike Hoffman? On sait que, bon, c'est pas le même joueur, mais c'est un peu le même type, alors qu'Hoffman, c'est un marqueur de but, Caulfield aussi. Et tu veux pas placer Caulfield dans un rôle de 4e, 3e trio à la limite. Tu veux un peu qu'il ait un rôle similaire à Mike Hoffman. Est-ce que tu penses que quand Mike Hoffman va revenir, ça va être le temps de peut-être le retourner à Laval s'il n'a pas donné les performances qu'on s'attendait de lui?
Oui, je pense que c'est une très belle observation de la situation. Je pense que, comme tu l'as dit, 2 joueurs identiques. Quand Hoffman va revenir au jeu plus tôt, va prendre sa place. Puis Caulfield, je pense que ça va être la meilleure des choses d'envoyer à Laval. Mais le problème avec ça, c'est que va falloir prendre une décision. Si on le retourne à Laval, Caulfield... là, il faut qu'il reste. Exactement. Il faut que ce soit 2, 3, 4 mois. Il faut que le gars puisse jouer et confirmer sa domination dans les mineurs sur une longue période de temps. Au premier blessé, on le rappelle pas. Au deuxième blessé, on le rappelle pas. Non, parce qu'il y a des gens qui méritent. On le laisse là, on le fait jouer 22-25 minutes par match. On attend le moment où tous les clubs de la Ligue américaine vont appeler Marc Bergevin pour le supplier de ramener Cole Caulfield parce qu'ils sont plus capables de jouer contre lui parce qu'il est trop bon. À ce moment-là, je vais être d'accord qu'il faut le ramener. Mais le jeu du yo-yo, là, non. C'était le fun quand on avait 5 ans, pas quand on dirige un club de la Ligue nationale. Faut pas le faire avec Cole Caulfield. Donc, si on le retourne, c'est pour le laisser là pendant longtemps. Exact. Et il y a d'autres joueurs à Laval qui mériteraient aussi d'obtenir leur chance avec le grand club. Donc, je te suis dans cette idée-là. Bon, maintenant, le Canadien qui a quand même conclu le premier quart, parce qu'on est rendu au quart de sa saison, le premier quart de la saison de belle manière samedi. 6-3, c'est une belle victoire. Par contre, même si la victoire contre les Preds là, a fait du bien, ça efface vraiment pas, la fiche de 5 victoires, 13 défaites et 2 défaites en prolongation. Donc, le journal La Presse qui a fait quand même un article intéressant avec un 10 mots-clés sur les 20 premiers matchs du calendrier. Et toi, tu t'es inspiré de ça pour nous parler justement de 3 mots-clés qui est revenu dans cet article-là. Et tu commences avec le mot-clé « chaise ». Oui, exactement. Avant, pour parler d'article, c'est un article qui a été écrit par Simon-Olivier Lorange dans La Presse. Je vous le conseille d'aller le lire. Justement, 10 mots-clés, j'en ai retenu 3. On commence par le mot « chaise ». C'est vraiment des mots-clés que, tirés de leur contexte, ne veulent rien dire, mais en l'occurrence, avec le Canadien, le mot « chaise » prend tout son sens puis une grande importance depuis le début de la saison parce que, tu sais, il y a beaucoup de blessures, mais ces blessures-là amènent des joueurs du Canadien dans l'effectif actuel à ne pas jouer dans la bonne chaise. Exemple, Carey Price est blessé, Jake Allen n'est pas dans la bonne chaise, donc doit jouer le rôle d'un gardien numéro 1. Même chose pour Jeff Petrie. Weber est blessé, Jeff Petrie doit jouer le rôle de défenseur numéro 1. Edmundson n'est pas apte à jouer depuis le début de la saison. Des gars comme Romanov et Kulak doivent prendre des minutes sur le top 4 pour compenser. Philippe Danault et Jesperi Kotkaniemi ont quitté. Jake Evans, Mathieu Perreault doivent jouer au centre d'un troisième trio, ce qui n'est pas tout le temps évident. Puis ils n'ont pas les qualités en ce moment pour occuper un rôle aussi important. Donc, vraiment, de ce que je retiens de ces 20 premiers matchs, c'est qu'il y a énormément de joueurs, plus qu'à l'habitude, qui ne sont pas dans la bonne chaise. Et quand les blessures vont se calmer pour le Canadien, on espère que justement il y a certains joueurs qui vont être replacés dans cette bonne chaise et que ça va aider le sort de certains autres. J'ai vraiment une pensée quand je parle de chaise là, et tu l'as mentionné, à Jeff Petrie qui en ce moment là c'est 2 mentions d'aide en 20 matchs, 28 revirements, c'est un sommet. C'est pas le Jeff Petrie qu'on a connu dans les dernières années. Le deuxième point, c'est contrat. Oui, exactement. Le contrat, je pense que ça éveille des réactions chez tout le monde. Je parle du contrat de Marc Bergevin. Ça fait beaucoup couler d'encre depuis le début de la saison. Ça va continuer de le faire. Tout ça, ça amène une incertitude qui est malsaine dans la chambre des joueurs puis dans l'organisation au grand complet. Quand ton grand boss n'a pas de prolongation de contrat, c'est lui qui a assemblé l'équipe, qui t'a amené avec l'équipe. Tu sais que ce gars-là va peut-être pas revenir. Tout le monde est incertain. Ça crée une genre d'aura autour du club qui est pas propre pour aller chercher des victoires. Non, exactement. Et Jérémy, parlant de contrat et parlant de Bergevin, j'ai un lien à te faire. On en a parlé la semaine passée de Jordan Harris. Et là, Bergevin, à la radio aujourd'hui, a dit quelque chose qui a choqué un peu les amateurs. En parlant de Jordan Harris, il a mentionné, si le jeune veut aller jouer à Boston ou même si le jeune veut aller jouer à New York, on peut rien faire. Qu'est-ce que tu en penses d'une déclaration de ce style-là par le DG en pleine négociation de contrat quand tu essaies d'attirer le joueur à Montréal? Il me semble que c'est pas la bonne stratégie. Écoute, bonne ou mauvaise stratégie, je pense que ça en dit long sur l'état actuel des choses. Je pense que Marc Bergevin, à l'écouter parler, il n'a pas l'air très optimiste quant aux chances de voir Jordan Harris jouer à Montréal l'an prochain. Et pour moi, si Jordan Harris ne peut pas signer tout simplement son premier contrat dans la Ligue nationale avec le Canadien, c'est une lourde perte pour l'organisation parce que oui, effectivement, c'est pas un joueur qui est remplaçable. Qui est irremplaçable plutôt. C'est un joueur on peut facilement en trouver un autre comme lui. Mais d'un côté, il n'y a pas énormément de Jordan Harris en ce moment
dans la banque d'espoir du Canadien. Donc oui, c'est des gars qui, disons, interchangeables, mais en avoir des bons que tu développes, que tu amènes jeunes avec ton équipe, c'est assez rare, merci. Donc, j'ai pas aimé entendre ça de la part de Marc Bergevin. D'un côté, c'est vrai, si le gars veut pas signer avec ton équipe, tu peux rien faire, mais d'un côté, tu as 4 ans pour le convaincre, le signer ou même l'échanger si tu le sais qu'il veut rien savoir de ton club. Donc, pour moi, je trouve que ça sent vraiment mauvais. Et perdre Jordan Harris, je pense que ça mettrait un terme au règne de Bergevin d'une manière assez calamiteuse. Exact. Et perdre Jordan Harris, pour les amateurs et les auditeurs qui ne le connaissent pas nécessairement, les 32 équipes dans la Ligue nationale sauteraient sur un défenseur avec un tel potentiel qui peut à peu près tout faire à la défensive. Et perdre Jordan Harris, ce serait vraiment très, très lourd comme bilan, comme fin de bilan pour Marc Bergevin. Tu viens de le mentionner. Le dernier point et le troisième serait spécial. Je parle pas du point, c'est le titre du point, mais le point n'est pas si spécial que ça. Ben exactement. Spécial, on entend quoi par là? Par les unités spéciales. On parle de l'avantage numérique et du désavantage numérique. Parce que depuis le début de la saison, ça a joué un rôle important dans les insuccès du Canadien parce qu'il n'y a rien qui fonctionne. En ce moment, 28e sur l'avantage numérique dans la Ligue nationale, 29e en désavantage numérique. Quand on parle du désavantage numérique, là, on est loin du résultat des séries éliminatoires de l'année dernière. Donc vraiment, il n'y a rien qui fonctionne sur l'attaque à 5. Il n'y a rien qui fonctionne quand on défend à moins d'un homme. Donc ça, au final, c'est quelques moments dans un match, mais sur une saison, sur une période plus longue de 20 matchs, tu vois à quel point ça fait des dégâts parce que tu manques d'opportunisme, mais aussi tu te fais marquer des buts beaucoup trop facilement qui changent le momentum du match. Donc vraiment, les unités spéciales ont joué un rôle important, mais pas dans le bon sens. Exact, et c'est la fin du troisième point. J'invite les gens à, comme tu l'as mentionné, là, pour lire les 10 points qui ont été mentionnés. Là, c'est sur la presse et c'est un texte de Simon-Olivier Lorange. Un très, très, très bon texte. Jérémy, j'ai envie qu'on glisse un mot quand même sur le CF Montréal parce que en fin de semaine, ils ont remporté un 2e championnat canadien de suite en défaisant encore une fois le Toronto FC par la marque de 1-0 au stade de Saputo. Je sais que tu es un amateur de soccer et je veux en apprendre davantage. Parle-moi un peu de ce match-là et à quoi on doit s'attendre pour l'Impact pour le reste de la saison. Je sais que le premier match de la saison a aussi été dévoilé aujourd'hui. Oui, exactement. En fait, ce match-là, cette finale a mis un terme à la saison actuelle du CF Montréal. Maintenant, on se penche vers la prochaine. Mais en soi, c'est une grosse victoire convaincante de l'équipe contre Toronto. Tu le sais, les ennemis toujours, tant au hockey, au baseball, au football qu'au soccer. On a eu droit à une performance exceptionnelle de l'attaquant Romel Kyoto qui a marqué le seul but et le but de la victoire finalement du côté des Montréalais. Ça fait en sorte que le CF Montréal est champion canadien. Ça leur donne un laissez-passer pour la Ligue des champions de la CONCACAF l'an prochain. C'est une compétition incroyable qui met aux prises des équipes des États-Unis, des équipes de l'Amérique du Nord et des équipes de l'Amérique latine. Donc vraiment, ça offre du beau soccer. Et on le sait, on n'a pas terminé la saison comme on l'aurait voulu. Pas de séries éliminatoires. Dans les bureaux, c'est pas tout à fait rose, mais avec ça, on vient quand même finir la saison sur une note un peu plus positive. Puis sur le terrain, Félix, c'est vachement prometteur. Du travail exceptionnel de la part de l'entraîneur-chef Wilfried Nancy et du directeur sportif Olivier Renard. Honnêtement, moi, je suis excité en masse pour la prochaine saison parce que sur le terrain, c'est vraiment excitant. Il y a des bons jeunes, il y a des bons vétérans. J'ai bien hâte de voir les ajouts qu'on va faire à cette équipe-là. Puis, honnêtement, je pense qu'on peut vraiment viser la moindre des choses l'an prochain. C'est des séries éliminatoires. J'ai hâte de voir ce club-là l'année prochaine. En tout cas, tu as mis la table pour la prochaine saison, ça c'est sûr et certain. Et on aura l'occasion de se parler du prochain match du Canadien parce qu'ils vont jouer seulement contre les Capitals de Washington mercredi. Donc, il y a quelques jours de congé pour les joueurs là, avant d'entreprendre ce match contre Washington. Ce sera pas facile. Les Sabres vendredi aussi. Bref, 2 bons matchs cette semaine. Jérémy, on se reparle demain. Bonne soirée. À toi aussi, bye. Yes, bye-bye.